بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام على كل الإخوة في أي مكان كانوا. Le général Khaled Nazar, général à la retraite, parle aux militaires. Celui qui s'adresse à vous le fait parce que mu par sa longue carrière, certes rempli d'embûches et d'obstacles, mais ô combien exaltante. J'ai tout au long de ce parcours difficile veillé constamment à l'amélioration des conditions de travail de toute la famille militaire, en vue d'accomplir sa noble mission. J'ai tenté de créer des conditions les moins pénibles possibles, surtout à travers des facteurs facilitateurs. Les conditions de travail d'aujourd'hui ont été partout où ma carrière m'a conduit l'élément essentiel à tout épanouissement et développement d'un corps de troupes dans son futur immédiat. Bien sûr que ceci n'est pas tout. L'organisation, les structures, la formation, le moral et j'en passe sont des facteurs indispensables et nécessaires à tout ensemble dont on peut dire qu'il est prêt à l'accomplissement de sa mission. Le métier de militaire et des états-majors est le plus difficile. Nous passons notre temps à former des cadres et des états-majors, tout en sachant qu'ils ne disposent que d'une chance sur deux pour l'emporter au combat. Telle est la réalité du métier du militaire. Ne l'emportera au combat que le général le plus intelligent, le mieux formé, et celui dont le moral fléchit le dernier. Ces connaissances sont le résultat d'une riche expérience. Elle va de l'armée nationale de libération nationale, en passant par l'ensemble des conflits auxquels j'ai participé, jusqu'à avoir été ministre de la Défense, où j'ai essayé de construire des outils de tout type dont les armées nouvelles se distinguent. Ce n'est pour moi ni une simple immersion dans le milieu militaire, ni un simple passage furtif, comme beaucoup ont eu à le faire, ou ce que certains appellent une observation participante. Dans les autres armées, les penseurs, quels qu'ils soient, militaires ou civils, et de tout temps, ont toujours loué, voire encouragé les hommes venant de tous bords, et surtout ceux de premier plan et qui ont le courage, l'intelligence et le sens national assez grand pour prendre à bras le corps le problème militaire dont le destin de l'Algérie en dépend. Donc un outil de défense dont dépend tout le devenir des Algériens ne peut dépendre d'un seul homme. En 1994, j'ai parlé du canasson. En 1999, du moins mauvais candidat. Et dès 2003, j'ai dénoncé le cap dangereux que prenait le pays. Le livre édité dès cette date était une prémonition de ce qui se passe aujourd'hui. Je ciblais à l'époque celui qui, pendant près de 20 ans, a mené l'Algérie au bord du gouffre. Donc, ne refaisons pas les mêmes erreurs et choisissons pour tout ce que nous avons de plus cher, notre patrie, celui qui, le jour venu,
pourra nous faire traverser les obstacles et les guets. Tels sont énumérés succinctement les qualités indispensables pour celui qui, demain, veillera à la sécurité des Algériens et à créer les conditions idoines à leur épanouissement. Or, qu'en est-il aujourd'hui de notre situation, au plan politique et au plan militaire? Il vous paraît d'emblée que c'est au plan militaire que je vais parler. C'est du plan militaire que je vais parler. Détrempez-vous. Ce n'est pas de cela que je vais parler. Ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, vous êtes, chers compagnons, embarqués malgré vous dans les deux fonctions à la fois. Il est vrai que l'histoire des armées est parfois liée à la nation. Cependant, et dans ce cas précis, la douleur ne doit pas être accoucheuse de notre histoire. Malheureusement, si cela devait arriver, ce serait une douleur de trop et la situation de blocage à laquelle nous assistons s'interdisant semble nous y mener inexorablement. Vous êtes, chers amis, les seuls capables de pouvoir vous défaire du nœud gordien qui vous enserre. Ce qui nous préoccupe donc aujourd'hui, c'est le politique. Et c'est à ce titre que je m'adresse à vous. Il vous paraîtra incongru de parler de politique avant le militaire, mais c'est ainsi que notre propos se pose. Mais quelques mots quand même au plan militaire. L'équation est à double tranchant, réglant donc l'un après l'autre. Celui du politique sera le prélude au règlement des autres problèmes, surtout de celui du militaire. Il est le plus difficile et au métier le plus difficile, les hommes les meilleurs. Il faudra, par les moyens pacifiques et adéquats, évincer les apprentis sorciers qui croient détenir la science infuse. Ils ne sont mus que par leur ambition démesurée, leur mégalomanie, leur prétention et leur irascibilité. De grâce, chers amis, sauvons notre pays tant qu'il est temps et mettons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, slogan ô combien juste mais galvaudé de tout temps. Je ne nourris pas de préjugés sur certains hommes. Ma sympathie m'invite à un examen objectif et sans complaisance de l'armée. Je ne fais pas comme certains grands hommes de l'époque du XVIIIe siècle qui comparent l'état-major à une forgerie du faux. Je dénoncerai toujours la couverture par l'autorité politique. Il est regrettable que lorsque l'on dénonce des anomalies ou des excès, l'on muselle les personnes en les assimilant à des anti-révolutions ou à la solde de l'ennemi, surtout de Hizb Farasa, parti de la France. Le dialogue entre civils et militaires doit être continu. Civils et militaires doivent apprendre à dialoguer. Comment pourrait-il raisonnablement en être autrement, alors que le civil devait prendre normalement les grandes décisions liées à la guerre et à la paix, tandis que le militaire exécute la plupart des décisions. Comment admettre la situation ubuesque dans laquelle nous nous trouvons? Un vice-ministre qui passe outre les ministres, le chef du gouvernement,
et le chef d'État par intérim. C'est le monde à l'envers. Il est primordial que cela se passe d'abord dans le respect strict de la hiérarchie, et c'est ensuite que les uns et les autres doivent apprendre à travailler davantage ensemble pour mieux se comprendre et acquérir une perception commune des risques et des menaces sur la paix et le progrès social de notre nation bien-aimée. Le dialogue entre vous, militaires, et les civils doit être fondé sur le respect mutuel et la recherche de la paix sociale. Il constitue à la fois un impératif historique et un objectif éthique et politique. Cette conscience partagée ne saurait être possible sans d'une part la construction d'une relation nouvelle entre militaires et civils, capable de jeter les bases d'une paix durable, et d'autre part la participation d'un certain nombre d'acteurs, doublé du respect par les militaires de principes moraux et de comportements démocratiques. Maintenant, c'est à vous, chers compatriotes et compagnons de l'Armée nationale populaire, de faire votre autocritique constructive. Chers amis, il est indispensable de lutter contre les perceptions négatives. Si vous, sous divers régimes politiques, le militaire fait figure d'instrument de la dictature et de la répression, dans notre pays, les blessures de guerre ou de différents événements malheureux sont encore ouvertes. Des milliers de personnes ont souffert et souffrent encore de la disparition de leurs proches. Je suis le premier soucieux, dans le calme et la sérénité, d'ouvrir ce débat et de définir les responsabilités de tout un chacun dans notre tragédie nationale. Si la communication avec la société civile est essentielle, pour y parvenir, elle n'est pas suffisante. C'est une révision en profondeur de l'image des soldats à laquelle il est irrémédiable de procéder.